Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la plus belle ferme de France. On va voir avec les agriculteurs qui cultivent cette plante-là ce que c'est. Alors c'est de l'asperge, vous la connaissez peut-être pas. Moi j'y connaissais rien non plus. On va essayer de comprendre voilà comment ça se cultive. Ici on est dans le Loiret et on rejoint Aurélien et puis Valentin pour aller voir comment ça se passe dans leur exploitation. Allez, c'est parti. Voilà, alors je me trouve avec Valentin. Bonjour Valentin, ça va? Bonjour Thierry, ça va bien et toi? Bah oui, écoute, on a du beau soleil. Alors on est dans le Loiret ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé ici? Parce qu'à l'origine, tu es de Maincoing. Oui, exactement. Et ben, ça remonte à 2016. J'ai repris l'exploitation ici dans le Loiret à Sandillon, à 10 km d'Orléans, donc à l'automne 2016. D'accord. Je suis originaire du Pas-de-Calais. T'avais de la famille oui. dans l'agriculture? Ouais, j'ai mon père qui est agriculteur en GAEC sur une ferme de polyculture élevage avec du lait, avec un bel atelier laitier dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et tu t'es dit, tiens, je vais aller voir ailleurs comment ça se passe? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que bon, t'es pas non plus sans savoir que la pression foncière est dans le nord de la France, bon, elle est escalée. Ouais. Donc, j'avais des voisins qui allaient arrêter dans le Pas-de-Calais. J'étais destiné à reprendre une exploitation pour intégrer le GAEC familial dans le Pas-de-Calais. Mais il y a plusieurs opportunités qui se sont pas faites et je me suis dit, j'avais 26 ans à l'époque, je me suis dit je vais pas m'installer à 40 ans et donc je connaissais des gens qui avaient franchi le pas parce je suis pas le seul, c'est régulièrement des gens du nord qui descendent reprendre des fermes parce que c'est un petit peu plus simple par ici que dans le nord. D'accord, moins de pression, tu t'es dit je suis prêt à partir, essayer de venir dans notre région pour trouver aussi et puis exercer mon métier, quoi. C'était l'envie, quoi. Ouais, c'est ça, c'était se dire j'ai envie de m'installer. Par contre, je m'étais dit si je quitte le Pas-de-Calais, je vais reprendre une ferme céréalière. Pourtant, j'aimais beaucoup les vaches. J'avais fait un CSL, j'avais fait un BTS Axe par apprentissage et un CSL à Caneuville. Donc, tu vois, j'étais orienté très laitier. Typé laitier à l'origine. Mais je me suis dit, si je quitte le Pas-de-Calais, je vais reprendre une exploitation céréalière. Bah, quand tu es tout seul, tu as quand même moins de contraintes. Tu peux plus te dégager de temps libre, tu es moins astreint. Et aussi, pour t'intégrer dans une région ou un département où tu connais personne, c'est quand même plus simple d'aller vers les gens quand tu as moins de contraintes. Donc, Ok, donc ce choix aussi. Pour autant, dans l'évolution, bah, tu t'es installé et puis tu t'es associé. Donc vous êtes à deux sur la ferme maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est à deux sur la ferme. En 2016, oui, j'étais seul sur l'exploitation. Et en 2019, il y a Aurélien qui m'a rejoint dans l'aventure. Donc, il y avait ferme céréalière, 230 hectares. Comment on fait pour diversifier et pour dégager plus de revenus sur cette surface-là? Donc il y a eu une réflexion sur quelle diversification on peut trouver par rapport à l'exploitation céréalière qu'on a à la base, quoi. Voilà, c'est ça. Alors il y avait des opportunités de dire comment on fait pour dégager plus de revenus. Soit est-ce qu'on s'agrandit en termes de céréales? C'était pas notre volonté, c'était de se dire on est quand même à proximité d'Orléans, on a quand même 4000 habitants dans la commune, il y a peut-être des choses à faire et des productions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en vente directe? D'accord, alors c'est pour ça qu'on a des serres juste ici derrière. Allez, on avance un petit peu. C'est ça. Ça, on les montrera à la caméra aussi. Ça fait partie des diversifications que vous avez mis en place, quoi. Alors c'est ça, ça fait partie des diversifications qu'on a mis en place. Donc en 2019, on avait cette réflexion-là de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc dans le Pas-de-Calais, contrairement à ce qu'on peut croire, des producteurs de fraises, il y en a pas mal. C'est vrai. Voilà, c'est ça, il n'y en a pas que dans le sud de la France. Et ici, très localement, on voyait un peu que Val-de-Loire, assez orienté légumes, arboriculture, mais des producteurs de fraises, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a le cadran de Sologne, plus en Sologne, mais qui sont plus sur du marché de gros avec des spécialisés. Nous, on se disait comment on peut faire, pas loin d'Orléans, pour faire de la vente directe en fraises. Donc, voilà, on a construit des tunnels pour faire de la fraise hors sol. On est en 2019, on a fait le premier tunnel 1000 m², donc 1000 m², ça représente à peu près 2 tonnes et demie de fraises. D'accord. On va voir où est-ce qu'on s'en va. Y aller tout doucement, progressivement. Voilà, c'est ça. C'est est-ce que ça va prendre en vente directe et en parallèle de ça, on avait aussi réimplanté des asperges. Parce que
l'asperge, culture un petit peu ancestrale du Val-de-Loire. On a la chance d'avoir des terres qui sont assez hétérogènes, donc avec du sable, parce que les asperges, ça se plaît beaucoup dans le sable. Et ici, en l'occurrence, à Sandillon, il n'y avait plus de producteurs d'asperges. D'accord. Donc tu as associé quelque part tes connaissances et puis dans l'origine, la fraise que tu connaissais dans ton secteur, une production d'ici en disant, bah voilà, on va amener 2 produits d'appel aussi, hein, en termes de commercialisation au détail. C'est toujours intéressant d'avoir, j'allais dire, une double activité, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était complémentaire parce qu'on est sur des produits plaisir, la fraise, l'asperge, et en termes aussi de saisonnalité, c'est des produits qui arrivent en même temps. La récolte des asperges, ça se fait, on va dire, d'avril à début juin, et les fraises, c'est calqué. Donc voilà, on se disait en termes de main-d'œuvre, on prend des saisonniers et on arrive à peu près en même temps pour la gestion du personnel. C'est 2 cultures qui sont assez complémentaires. Ok, je connais pas trop les asperges. Est-ce que tu veux m'emmener jusqu'au champ pour aller voir à quoi ça en est à cette époque-ci? Eh ben, on va te montrer ce que c'est, on y va. C'est parti. Alors là, ici, on est dans les terres dans lesquelles tu fais les asperges, c'est ça? Ouais. C'est la qualité de terre qu'on a ici en moyenne? Alors c'est ça, alors dans le Val-de-Loire, on a beaucoup de ça. C'est du sable limoneux un peu argileux, mais assez drainant. D'accord. Et il faut que ce soit drainant pour l'asperge. L'asperge nécessite forcément des terres assez légères, mais quand même riches quelque part. Ouais, c'est ça. En fait, l'asperge, ça aime bien des terres drainantes parce que ça aime pas. Faut pas que ça baigne dans l'eau l'hiver. D'accord. Ça, c'est la première des choses, sinon l'aspergerie disparaît. Et puis après, il faut se dire que l'asperge, avant de la récolter, il va falloir qu'on fasse des buttes. D'accord. Alors là, c'est ce qu'on a derrière. Ici, elles sont en plantation normale. Là, c'est à plat. Ouais. Ici en dessous. Là, c'est à plat. Bah, là, on peut voir. En fait, on peut voir. D'accord. C'est un peu sale au pied. Ok. Et là, tu vas remonter au fur et à mesure. Alors là, l'asperge, elle est en pleine végétation. Ouais. Donc là, dans 2 mois, dans l'hiver, en fait, ça va griller en fait. D'accord. Et on va le broyer. Donc on va passer l'hiver avec un sol nu où on va être au niveau du sol. Et après, donc l'année prochaine, début mars, fin février, en fait, ça dépend des conditions météo. On va venir faire des buttes là-dessus quand le sol sera plat. Donc on va faire des buttes qui vont faire, qui vont être assez grandes quand même. À cette hauteur-là, assez larges. Et en fait, l'asperge va pousser et c'est les turiaux d'asperges. En fait, d'accord. C'est ce qui va pousser dans la butte. Voilà, si on le laisse pousser, en fait, à la fin, on débute, on laisse pousser et ça fait ça. C'est de la famille du bambou ou non? Ça ressemble un petit peu, on dirait presque. Ouais, bah c'est... Je sais même pas de quelle famille. J'ai posé la colle. Ouais, t'as posé la colle. Donc en fait, ça reste... Je vais t'expliquer vite fait la culture d'une asperge parce que avant d'arriver dans le Loiret, j'ai été un novice total, je ne savais pas comment cultiver des asperges. Donc, pour être assez clair, l'asperge, on plante des griffes. Donc, ça ressemble, c'est des griffes, on appelle ça des griffes d'asperges qu'on va planter au mois d'avril-mai. Comme là, celles qui sont là, en fait, on voit qu'elles sont beaucoup plus petites que celles d'à côté. Ça, c'est des asperges qui ont été plantées. Au mois d'avril. D'accord. Donc voilà, là, elles ont fait leur première pousse, on voit elles sont pas grandes. Donc elles vont sécher comme les autres, on va les broyer. L'année prochaine, elles vont repousser, mais on va les laisser tranquilles pour qu'elles s'installent bien dans le sol. D'accord, il faut qu'il y ait un bon enracinement. Voilà. C'est ça, qu'elles prennent de la force. Et donc, on a planté en 2024, on les laisse pousser. En 2025, on les laisse pousser. En 2026, on va faire une demi-récolte. Donc sur une période de récolte d'asperges qui va être à peu près de 2 mois, on va... Voilà, selon la production qu'il y aura, selon la pousse, on va les cueillir pendant 3 semaines, 1 mois, pour commencer déjà à récolter et que la griffe continue encore de s'installer. Et au bout de la 4e année, là, on va pouvoir faire une récolte complète. D'accord, donc c'est quand même sur un temps long. Et combien de temps on va pouvoir la tenir en sol, une asperge? Alors c'est assez aléatoire, 8-10 ans, 8-10 ans c'est le maximum. Après, c'est pas évident en fonction du terroir, comme là on est sur des terres qui n'ont jamais eu d'asperges, donc elles peuvent tenir. Ouais, ça peut tenir un peu plus longtemps, et des fois ça va toujours tenir et d'un seul coup ça va dégringoler ou tu vas perdre de calibre ou des choses comme ça. D'accord. Ça demande beaucoup de travail, j'allais dire, à l'implantation, c'est assez long. Et après, au moment de la récolte, j'imagine que c'est aussi assez intense en termes de travail. Alors c'est assez intense parce qu'il faut passer tous les jours. Bon, alors ça a tendance à se mécaniser. Comme là, quand on fait des buttes, on fait les buttes, après on met des bâches qui sont lestées dessus de la largeur de la butte, et on a des assistantes de récolte. Donc les assistantes, on pourra aller les voir après,
montrer à quoi ça ressemble. C'est des machines électriques qui lèvent la bâche, voilà, qui avancent en même temps que toi avec un capteur électrique. Ça permet au cueilleur de lever l'asperge. Tu as toujours le geste parce que c'est pas mécanisable. Ce geste-là, il n'est pas mécanisable. Mais là, il y a les caisses d'asperges qui sont posées sur la machine. Bon, ça leur évite quand même beaucoup de mal de. Ouais, c'est tout simplement avoir une meilleure qualité de travail, des meilleures conditions de travail, parce que quelque part la main-d'œuvre c'est capital aussi dans ce type d'activité. Non, mais c'est capital. Alors c'est pour ça qu'en fait, les assistantes de récolte d'asperges, ça vaut de l'argent, c'est 6 000 € l'assistante. La bâche c'est 1,50 € du mètre. Bon, on les change pas tous les ans les bâches, mais en fait, on privilégie ça. Pour le personnel, on bâche les asperges, on a des assistantes de récolte pour une meilleure qualité de travail, et c'est aussi pour ça qu'on fait de la fraise hors sol. Alors, faire de la fraise hors sol, il y a cet aspect qualité de travail qui rentre vraiment en ligne de compte, parce que déjà faire des fraises en plein champ, même si tu n'as pas de tunnel, cette année avec l'année qu'on a connue, il n'y avait pas de fraises. Oui, manque de luminosité, arriver tardivement en saison. Exactement, et puis après il fallait... moi je trouve ça, moi je l'avais fait quand j'étais jeune, travailler chez les producteurs de fraises en plein champ, aller ramasser des fraises avec des cirés, c'est quand même pas intéressant. Donc là, non mais très clairement, j'avais pas envie de refaire vivre ça à d'autres personnes. Donc fraise hors sol, on est à hauteur, on est toujours à l'abri. Et il y a aussi cet aspect que quand tu es comme ça, dans un univers un peu confiné où tu gères ton aération, et en fait, tu as beaucoup de choses qui sont développées, de la PBI, de la protection biologique intégrée, où les fraises, on n'est pas certifié bio parce que nos fraises sont hors sol, mais sinon, c'est zéro phyto. On se garde quand même des fois, s'il y a la sécurité de s'il faut intervenir, si nos petits auxiliaires pour manger les pucerons, on n'arrive pas à faire le boulot, ou si on a une grosse pression maladie, on se garde le droit de le faire, même si ça fait quelques années qu'on ne l'a pas fait, même cette année avec vraiment ce printemps qui a été pluvieux et manque de luminosité. Donc voilà, c'est aussi cet aspect du hors-sol, voilà, c'est pas... On dit pas hors sol, c'est industriel, ça touche pas le sol. Non, franchement, ça, conditions de travail et vraiment possibilité d'utiliser le moins de phyto possible. Ok. Bon alors Valentin, tu me disais, tu as un petit peu la chance en arrivant dans une ferme, avec toutes les difficultés que ça peut avoir, de dire tiens, moi j'ai adapté aussi la ferme à ce que j'avais envie de faire. C'était des productions quelque part locales. Ou de produits d'appel pour avoir des contacts aussi avec le grand public et aussi de travailler ma qualité de vie. Comment tu as géré un petit peu tout ça? Ouais, c'est vrai, en fait, j'ai eu la chance de partir sur une base de ferme céréalière où il n'y avait rien. On savait, on arrivait à quantifier la quantité de travail et le temps de travail qu'on allait y consacrer. Quelque part, tu aurais pu te dire, je reste là-dessus et puis je suis tranquille pépère, quoi. Ouais, c'est ça, on aurait pu, mais bon, ça manquait un petit peu de contact, je trouve, parce que j'aime bien, j'aime pas mal discuter, donc... Tu viens du Nord? Oui, je viens du Nord, alors c'est peut-être ça aussi, bon, qui fait que, mais là, du coup, on s'était dit, mais en fait, la vente directe, c'est des choses, je veux dire, comment on fait pour ramener des gens dans les fermes, en fait. C'est un peu ce que tu me disais. Et je veux dire, là, on est quand même, on est à 10 km d'Orléans, il y a quand même une métropole assez importante, le village c'est 4000 habitants, il y avait pas... Les gens ont du mal à s'identifier combien on a d'agriculteurs sur la commune, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs, je voulais pas qu'ils se disent que l'agriculteur c'est un gars qui passe avec son pulvé ou son tracteur, et puis après il vient avec la batteuse à la fin. Donc non, il fallait que je dis comment on peut faire pour les faire revenir. Donc c'est un peu un moyen aussi pour toi de dire je m'intègre dans la région et puis je montre que l'agriculture a des belles facettes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comment tu t'intègres, parce que c'est pas évident, hein. Maintenant, au bout de 8 ans. Je suis très content, j'ai aucun regret d'avoir fait ce que j'ai fait et voilà, non, je suis vraiment très bien où je suis. Mais après, voilà, quand tu arrives la première fois et que tu es obligé de mettre ton GPS pour aller faire tes courses, tu te dis là, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de générations qui ont connu ça avant, des gens qui émigrent pour arriver. Dans le Loiret, il y en a beaucoup, dans Lyon quelque part. Toi, tu as voulu créer ton système en te disant, voilà, j'apprécie ça, mais aussi je veux créer un système dans lequel je suis maître de mon temps et de la qualité de travail que j'apporte pour moi-même, pour mon associé et puis aussi pour mes salariés, c'est ça? C'est ça.
voilà, quelle part du temps tu as envie de consacrer aux nouveaux ateliers. D'accord. Donc voilà, ça passait. Quand on a fait la production, on a dit ça va nous prendre à peu près tant de temps. En parlant des autres producteurs, ils disent bah ça, un hectare d'asperges, c'est 2 cueilleurs pendant 3 mois. D'accord. On se disait voilà, mais tout en gardant toujours en filigrane d'avoir une qualité de vie, de pouvoir toujours se dégager du temps. Enfin, quand il pleut, voilà, quand il pleut le vendredi soir, le samedi, dimanche, enfin, on a le week-end. Je veux toujours continuer à partir en vacances. Je veux, voilà. Et aussi, enfin, moi j'aime bien parler avec des gens. Quand ils me disent, enfin, des clients asperges, je dis ah bah vous votre métier il est dur. Mais je dis ben en fait, mon métier il est peut-être pas plus dur que le vôtre. Moi j'arrive aussi à partir en vacances. J'arrive à avoir une vie sociale. J'arrive à faire partie d'associations. Enfin. J'arrive à passer du temps pour les autres et à sortir de ma ferme. D'accord. Donc ça canalise quand même pas mal de choses et ça donnait un peu des perspectives à ce qu'on avait envie de faire. C'est intéressant d'entendre dire, j'y suis allé parce que je savais que j'avais calculé combien de temps ça allait me prendre et non pas combien ça allait me rapporter. Ouais, c'est ça. Alors, t'as fait la balance des deux quand même, j'imagine. On a fait la balance des deux quand même. Il fallait quand même que ça soit complémentaire et que ça ramène du revenu. Mais oui, en fait, bon, on a trouvé que nous, alors c'est pas parfait, hein, mais enfin, je regrette pas ce que j'ai fait. Je pense que l'équilibre entre les deux, eh ben, il n'est pas si mal que ça. D'accord. Ton côté aussi, j'allais dire, rapport avec l'humain, fait aussi que tu as un rapport avec l'environnement. Tu t'intéresses, voilà, tu es parti dans des démarches aussi. Cette réflexion-là, elle est importante pour toi? Bah oui, en fait, je pense que tous les agriculteurs aujourd'hui, et même tous les concitoyens, enfin, on a toujours en trame de fond ce souci d'environnement, ce souci de durabilité, de comment on optimise, comment on préserve et comment on optimise nos outils de production. J'ai pour habitude de dire, en fait, nous, on est agriculteurs, voilà, ces parcelles-là, je ne sais pas il y a combien de temps elles sont cultivées, mais en fait, moi, j'ai encore envie que dans 40 ans, mes parcelles produisent encore autant, voire plus, et c'est comment on préserve ce capital et voir comment on l'améliore, mais ça passe aussi par une prise en compte de tout l'environnement et de, en fait, il faut préserver ce bien qu'on a là. Ok, pour les générations à venir. Pour les générations. Puis pour nous. Aussi. Bon, écoute, on va passer à la Minute Expert justement. C'est un rapport avec ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, alors on arrive pour la Minute Expert. Je suis toujours avec Valentin et on rejoint Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors tu travailles pour la Chambre d'agriculture. Tout à fait. Et on va parler un peu comment tu t'es engagé dans un PSE. Et Rachel, je vais te demander déjà, c'est quoi un PSE ? Alors PSE, c'est paiement pour services environnementaux. En fait, c'est un dispositif financier qui accompagne les agriculteurs, comme Valentin, sur de la transition, enfin du changement de pratique, souvent lié avec un enjeu du territoire. Donc voilà, donc ici on est sur un enjeu pour réduire la pollution, le risque de transfert des produits phytosanitaires sur les masses d'eau. D'accord. Alors toi Valentin, pourquoi tu t'es intéressé à ce PSE ? Eh ben en fait, ça remonte à 2020, les prémices du PSE, où il y avait eu des réunions en concertation organisées par la Chambre d'agriculture en disant voilà, on a le projet de mettre un PSE en place sur le territoire. Les agriculteurs intéressés venaient. Alors, je vais te dire, la première fois, PSE, ça ne nous parlait pas du tout. Et donc, ça mérite quand même, ça mérite de creuser et d'y aller. Et donc voilà, en fait, en termes d'échange, on s'est retrouvé à une dizaine d'agriculteurs dans la salle à l'époque. Et puis la Chambre d'agriculture, avec l'agence de l'eau, voilà, nous ont présenté ce qu'était un PSE et en quoi ça consistait. D'accord. Donc c'est une réflexion qui s'est faite progressivement, j'allais dire en concertation, et qui te permet toi aussi de mettre en place des nouvelles pratiques en étant accompagné? C'est ça. En fait, on est parti d'un enjeu, comme l'a dit Rachel, un enjeu où on est sur des bassins de captage pour la ville d'Orléans, où il y avait certaines problématiques qui étaient identifiées. Donc on se dit quelles pratiques vertueuses on peut mettre en place pour améliorer cette situation de base. Donc en fait, avec la Chambre d'agriculture, avec tout le monde, on s'est mis autour de la table, avec les agriculteurs qui voulaient s'engager dans le PSE, à construire des actions très pragmatiques, très clairement dans nos exploitations, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc on est arrivé à la fin, il y avait 6 axes, mais donc il y avait l'augmentation de la couverture des sols, le pourcentage de SAU qui est désherbé mécaniquement, en fait, entre autres, après il y a les autres aussi. Mais comment on fait tous ensemble, on co-construit vraiment ce PSE. Bon, à la fin, il y avait l'enjeu financier également, où
voilà, il y avait un petit peu la carotte qui faisait avancer le baudet, si je peux me permettre, en se disant voilà, vous allez mettre en place des actions, si vous y arrivez, on va vous féliciter en vous accompagnant financièrement parce que ça a quand même un coût de mettre en place ces actions-là. Ok, ouais, on voit qu'il y a un accompagnement financier aussi voilà, qui est attrait par rapport à cette programmation. Moi, ce que je vais proposer, c'est tout simplement que ceux qui nous regardent, qui sont un peu plus intéressés, vont aller voir la vidéo qu'on va tourner juste maintenant sur Agritech TV pour en savoir justement plus sur ce PSE. Merci pour l'intervention et puis on va se retrouver voilà, pour l'autre vidéo sur Agritech TV et nous on continue pour la plus belle ferme de France.